Je suis venu te voir parce que je veux que tu me le montres. Tu veux bien, bel Égyptien? Si vous me demandiez quels étaient mes méchants de manga préférés, je vous répondrais sans hésitation que Dio Brando fait partie du haut du panier. Et ce n'est pas tant par son aura charismatique que par la variété de mèmes qu'il a su mettre à notre disposition. À vrai dire, j'aime beaucoup Dio au début de la partie 3, avant qu'il ne passe à l'action. Dans la première partie, c'est l'aura qu'il dégage ainsi que son attitude qui fait tout le travail. Le personnage est empreint de mystère, et c'est ironiquement, de par son inaction, qu'il se démarque. Dio n'a pas besoin d'agir, il commande. En tant que leader naturel, ses soldats le suivent sans broncher, et c'est ce qui fait tout son charme. On le voit peu, mais on sent sa présence. En revanche, j'ai tendance à penser qu'il est un peu plus décevant quand il combat, car c'est à ce moment-là qu'il perd cette dimension mystique. En revanche, j'adore d'autant plus le Dio de la partie 6. Il est alors plus complet, plus profond, et c'est ça qu'on aime dans Jojo, des personnages qui ont des choses à raconter. Mais nous ne sommes pas là pour parler de ça. Aujourd'hui, c'est sa puissance que je vais décrypter. Un like et un sub, c'est le minimum pour entrer dans le club. Alors pose-toi avec un bon paquet de chips et une boisson, et c'est parti. Tout d'abord, je vais diviser ça en 3 parties. La première, justement, c'est quand il est en mode humain. Il ne le reste pas bien longtemps, et donc il n'y a pas grand-chose à reconnaître là-dessus. Par exemple, au début de la partie 1, Dio reste assez fort et assez sauvage pour frapper le chien de la famille des Joestar, Danny. Et il a assez de force pour le coucher à terre et lui casser 2-3 dents au passage. Pas très gentil. Mais là où on voit les vraies capacités de Dio en tant qu'humain, si j'ose dire, c'est quand il fait son combat contre Jonathan, son combat de boxe. Combat qui va à sens unique. Dio est largement plus fort, plus technique et largement plus rapide aussi. Il esquive comme un boxeur professionnel, et il contre en retour exactement de la même façon. C'est là qu'il peut coucher Jonathan assez facilement. Sinon, il est aussi assez technique, assez fort, assez rapide pour surpasser 2 joueurs de rugby. En revanche, ce qui nous intéresse le plus bien sûr, c'est quand Dio revêt ses capacités vampiriques, c'est-à-dire quand il met le masque et qu'il gagne ainsi de nouveaux pouvoirs. Dio devient en effet un vampire mort-vivant. Il est doté d'une immortalité et de capacités surhumaines en plus. Il gagne aussi des pouvoirs plus exotiques. Cependant, ces nouvelles forces s'accompagnent aussi d'une faiblesse, celle de la lumière du soleil bien sûr, et de l'onde, le Hamon. Mais alors qu'est-il capable de faire sous sa forme de vampire? Eh bien déjà, on peut remarquer qu'il arrive à briser, à écraser même la tête d'un policier très facilement. Sachez que d'après certaines études, il faudrait une force de 5400 newtons pour briser un crâne humain. Complètement tout du moins. Quoi qu'il en soit, c'est juste impossible avec la tranche de la main comme Dio le fait. Toutefois, ce n'est rien comparé à ce qu'il fait dans ses acrobaties, par exemple en s'accrochant à un mur, la tête à l'envers, comme si de rien n'était. Et là, c'est quand même plus difficile de planter ses doigts dans la roche. Sa rapidité et sa force mélangées sont donc nettement supérieures. On le voit notamment quand il abat plusieurs policiers super rapidement, en les démembrant tous et en leur déchirant la moitié du corps au passage. D'autant plus qu'il brise même le bras de Speedwagon. Il y a aussi ce passage où la main de Dio est empalée par une lance. Malgré tout, il parvient tout de même à la tordre grâce à sa force. Et bien sûr, il ne ressent pas la douleur. Vampire oblige. Mais je pense que le plus classe lorsqu'il est un vampire, c'est qu'il est capable de se la jouer Spider-Man, mais de façon un peu plus nonchalante. On le voit lorsqu'il plante ses pieds à l'intérieur des murs et qu'il marche, tout simplement, à l'aise, sans aucun souci. Aussi, malgré le fait que le Hamon soit ses faiblesses, il est arrivé tout de même à bloquer le coup de poing de Zeppeli, malgré qu'il soit infusé d'ondes. Et ça, ce n'est pas une mince affaire, puisqu'il s'agit bien de sa faiblesse, je le rappelle. Mais c'est aussi grâce à ce corps immortel qu'il parvient à projeter les 2 amis, Jonathan et Zeppeli, en l'air comme si de rien n'était, en les saisissant par les tendons. D'ailleurs, on peut saluer son mouvement incroyable et la décision qu'il a prise, et qui a radicalement changé son destin, lorsque l'onde était en train de détruire son corps et qu'il s'est coupé la tête au dernier moment pour échapper à la destruction complète. Une preuve, s'il en fallait une, de sa réactivité et de son intelligence du moment. Et même lorsqu'il n'a plus que cette tête, il parvient tout de même à poser problème à Jonathan, et cela grâce au tendon de son cou qu'il utilise comme une liane, comme des tentacules qui lui permettent de s'accrocher au cou de Jonathan et à son corps de manière générale. Et ce n'est pas tout puisqu'il se maintient aussi avec sa chevelure dorée à une barre afin d'avoir un point d'appui. Et ça, c'est aussi très intelligent. En effet, en s'accrochant au plafond, ces policiers n'ont aucune chance d'échapper à son emprise.
notamment grâce à son pouvoir de vampire qui lui permet d'assécher les corps de ses victimes, et ceci en plantant ses doigts à l'intérieur de leur corps. C'est plutôt un pouvoir pété, surtout à ce moment-là. D'ailleurs, on a une petite remarque de la part de Speedwagon qui compare sa vitesse à celle d'un guépard. On ne sait pas si c'est métaphorique ou quoi, mais en tout cas, la vitesse d'un guépard varie entre 80 et 130 km/h, ce qui est aussi rapide qu'une voiture, à plein régime quasiment. Mais je pense que bien sûr, ce qui fait sa force en tant que vampire à ce moment-là, c'est bien sûr sa résistance, ou plutôt son pouvoir de guérison. En effet, en se prenant une multitude de balles dans le corps et en s'écrasant par la fenêtre, Dio parvient tout de même à guérir, et cela très rapidement. Ainsi, même s'il est un mort-vivant, il ne meurt pas de façon classique comme la plupart des morts-vivants. Une balle dans la tête, par exemple, ne suffit pas à détruire son cerveau, puisqu'il guérit également de cette blessure, et sans aucune réaction qui impliquerait une certaine douleur. En plus de ça, c'est exactement la même chose avec le feu. Lorsqu'il est brûlé, Dio n'a pas l'air de souffrir, et en fait son corps guérit plus rapidement que le feu ne le brûle. Eh oui, même Itachi ne pourrait rien faire contre lui avec l'Amaterasu, c'est dire, même si ce serait peut-être un peu plus compliqué. Et même en admettant que le feu soit beaucoup plus impactant, comme ça s'est passé par exemple dans le manoir, et qu'il s'est fait en plus de ça empaler, et donc qu'il était sur le point de mourir, il se trouve que Dio peut se nourrir du sang d'êtres humains pour lui permettre de guérir plus facilement et plus rapidement, le mettant ainsi à l'abri d'une mort imminente. Je pense que le meilleur témoignage qu'on ait au niveau de sa résistance et de cette capacité est lorsque Jonathan le combat avec son épée et qu'il lui coupe le bras. Non seulement le bras c'est vrai, mais également qu'il arrive à le scinder en deux. Bah dit, ça ne suffit pas, et même scindé en deux, Dio parvient à ramener son bras et à recoller la moitié de son corps, comme s'il s'agissait d'une vulgaire fermeture éclair finalement. Et bien sûr j'en ai parlé tout à l'heure, mais il survit donc à la décapitation. Même avec sa simple tête, il réussit à survivre. On se demande vraiment pourquoi, c'est magique, puisque sans les fonctions vitales, il devrait simplement mourir. Le cerveau seul ne devrait pas suffire à maintenir un corps en vie, en tout cas une tête en vie. Mais bon, c'est Jojo, et c'est aussi pour ça qu'on aime Jojo. Mais si on parlait maintenant de ses vraies capacités en tant que vampire, et l'un de ses pouvoirs les plus connus, c'est bien sûr les yeux laser. Les yeux laser qui lui permettent donc de transpercer n'importe quoi, si bien qu'il peut traverser tout et n'importe quoi, y compris la pierre. En fait, il s'agit tout simplement d'une technique qui lui permet de pressuriser le liquide corporel qui sont dans ses globes oculaires. Ses pupilles permettent ensuite l'accès, et cela libère les rayons qui ressemblent à des lasers. Il y a aussi cet autre pouvoir, sa technique de congélation par vaporisation. En effet, en enlevant toute la chaleur d'une partie de son corps, Dio peut geler instantanément tout ce qu'il touche. Il devient ainsi Mr. Freeze ou Sub-Zero, comme vous voulez. Mais en effet, il peut utiliser le pouvoir de la glace à son avantage. C'est d'ailleurs en gelant son propre bras qu'il parvient à éviter l'attaque combinée de Zeppeli et de Jonathan, qui lui aurait sans doute causé beaucoup plus de tort s'il ne l'avait pas activé à ce moment-là. C'est d'ailleurs grâce à cette même glace qu'il parvient aussi à stopper l'attaque de Daya, qui aurait dû causer beaucoup plus de dégâts à Dio s'il n'avait pas utilisé ce pouvoir de pétrification glaciaire. Donc un pouvoir qui lui a servi à de nombreuses reprises. C'est aussi de cette façon qu'il a pu arrêter l'attaque avec l'épée de Jonathan, pour échapper ainsi à son courroux et éviter une autre mort certaine. L'une de ses autres capacités est de pouvoir créer des zombies en y insérant son extrait vampirique. C'est ainsi qu'il a pu transformer Jack l'Éventreur en zombie par exemple. Ou encore qu'on a pu voir ces deux chevaliers sacrés revenir sur le devant de la scène. Bien sûr, je parle de Tarkus et Bruford, deux personnages mythiques de la partie 1. De ce qu'on a vu, il possède également un pouvoir hypnotique. Cela lui a permis de manipuler notamment Poco pour entraîner Jonathan dans un piège. Et pour en revenir aux zombies, il est également capable de créer d'autres chimères en mélangeant des espèces avec ces zombies. À se demander si on n'est pas dans Full Metal Alchemist, en tout cas on n'est pas loin du Canina. Heureusement, même Dio n'est pas capable d'une telle atrocité. Heureusement. Et donc nous avons fait le tour de ce qu'il est capable de faire en tant que vampire. Maintenant, il est temps de passer à la troisième partie, donc Stardust Crusaders. À ce moment-là, sa force n'a bien sûr plus rien à voir. Il casse facilement le bras d'un garde du corps, et se paye même le luxe de casser les dents d'un sénateur. Cela avec cette même indifférence dans le regard qui le qualifie tant, et qui le rend d'autant plus menaçant. Et ce n'est pas la seule chose qui casse à ce sénateur. Son nez y passe aussi. On peut donc comprendre que l'homme ne soit pas très à l'aise à ses côtés. Moi-même, si je me trouvais aux côtés de Dio, je ne sais pas si je ferais le malin. Moi, je vois beaucoup de place sur les trottoirs. Oh là là, oh là là, on n'a pas le droit de circuler sur les trottoirs, monsieur. On n'a pas le droit. Je n'ai pas mon permis de conduire, mais je sais bien que c'est interdit, parce que c'est fait pour les piétons. Avec la même aisance incroyable aussi, il arrive à dévier les projectiles de Emerald Splash
avec seulement un doigt, et cela sans bouger de son siège. Il n'esquive aucun coup et se contente de les frapper minutieusement, sachant qu'ils sont en effet assez puissants pour détruire la portière de la voiture. On pourrait donc les comparer aux balles d'un gros calibre. Je ne suis pas expert en armement, mais c'est au moins largement aussi puissant qu'un fusil à pompe à bout portant. D'ailleurs, on le voit aussi plus tard quand ces projectiles sont capables de détruire la roche relativement facilement et de faire s'effondrer des bâtiments. Donc finalement plus proche de la force d'un obus que d'une balle. Ces coups de pied sont par ailleurs incroyables et peuvent amener ses ennemis à parcourir une centaine de mètres sans aucun problème. Il se débarrasse également de l'Hermite Purple de Joseph sans aucun souci. On ne sait pas vraiment ce que vaut la résistance de ce stand, mais ce n'est bien sûr pas celui qui possède la plus grande résistance. Ton stand de jardinier est la chose la plus minable que j'ai jamais rencontrée. Il a bien sûr également assez de force aussi pour s'emparer d'un panneau de signalisation et s'en servir comme arme. Qui d'autre que Araki aurait pu penser à ça, sérieusement. Et toujours avec la même nonchalance, tout juste en regardant d'un œil maladroit, il dégage Polnareff d'un simple revers. Et tout ça sans s'attarder sur lui bien sûr. Et là, c'est ce qu'on attend tous, c'est bien sûr avec le stand. Son stand qui est au moins aussi célèbre que lui. En effet, peu de temps avant les événements de la troisième partie, Dio a obtenu la possibilité d'utiliser un stand. Gentlemen, je vous présente The World. Petite piqûre de rappel, mais un stand est le reflet de l'esprit de son utilisateur, et n'est visible que par quelqu'un qui possède également un stand. Tout dommage causé à un stand se reflète sur le corps de son utilisateur, et un stand ne peut être endommagé que par un autre stand. Ce sont plus ou moins les seules règles qui les régissent. Quant à The World justement, il s'agit d'un stand extrêmement puissant et rapide, un peu à l'image de Star Platinum. D'ailleurs, les deux se ressemblent énormément et sont souvent plus ou moins comparés, même si Star Platinum, sur le plan statistique, est un peu au-dessus. D'ailleurs, tout comme lui, il manque de portée, c'est sa principale faiblesse. Mais la différence majeure avec Star Platinum, en tout cas à ce moment-là, c'est qu'il possède un pouvoir, et pas n'importe lequel, puisqu'il a acquis la capacité d'arrêter le temps. Au début, il ne pouvait arrêter le temps qu'un instant, mais par la suite, il a réussi à prolonger cette durée à 5 secondes. Et à la fin de la troisième partie, il a pu geler le temps jusqu'à 9 secondes. Et 9 secondes, c'est quand même très long quand on ne peut rien faire. Mais parlons de sa force. On le voit par exemple directement quand il arrive à envoyer Hierophant Green voler à travers les poteaux de la rue avec un seul coup de poing. Bon, Hierophant Green n'est pas non plus connu pour sa résistance, mais en tout cas, c'est déjà une preuve de sa force. Kakyoin, ce sera toutefois celui qui va prendre le plus cher en prenant le coup de poing de The World en plein dans l'abdomen. Et à ce moment-là, c'est assez fatal pour lui. Dommage pour Kakyoin. C'est le cas aussi de Joseph qui était propulsé à l'autre bout du terrain, et particulièrement à travers une cheminée, mais aussi d'autres bâtiments. Et j'en reviens à la comparaison avec Star Platinum. En effet, on peut revoir cet échange qui est peut-être l'un des plus mythiques avec le Ora 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 et le Muda Muda Muda. Un échange qui tend à souligner que les deux ont une force égale et que ni l'un ni l'autre ne peut prendre le dessus sur l'autre en termes de force. Toutefois, comme n'importe quel être humain, Jotaro est toutefois sensible aux coups directs du stand. Ainsi, quand il se prend les coups de The World, plusieurs de ses os sont ainsi brisés. Aussi solide soit-il, Jotaro ne peut pas résister à tout, et certainement pas à ce stand redoutable. C'est un peu la même chose quand il reçoit ce coup de pied de sa part, et qu'il traverse une grande partie de la ville sans pouvoir rien faire ni freiner sa course, sinon avec l'aide de Star Platinum. Mais comment ne pas parler de l'autre scène mythique ? Celle avec le rouleau compresseur, quand il l'écrase en effet sur Jotaro et qu'il soumet une pluie de coups sur le rouleau pour écraser Jotaro. Pour information, un rouleau compresseur pèse environ 700 kg et Dio s'en saisit plutôt facilement, sans aucun problème à l'horizon. On peut donc supposer qu'il pourrait soulever plusieurs tonnes assez facilement et sans aucun problème également. Rappelons-nous aussi de cette autre scène qui a créé un mème légendaire par la suite et qui est toujours utilisé aujourd'hui. Il est important de le placer ici puisqu'il permet ensuite de suivre un échange où on voit que The World a l'air légèrement supérieur en termes de vitesse. En tout cas, il réagit admirablement bien aux attaques de Star Platinum et contre-attaque en retour, et cela sans se prendre plus de coups que cela, ce qui est peut-être aussi annonciateur d'une meilleure maîtrise de la part de Dio avec son stand. Mais Dio c'est aussi un pro du lancer de couteau, il pourrait certainement faire de l'ombre au plus grand cabaret du monde et qui pourrait contribuer à aller dans l'émission de Patrick Sébastien sans aucun problème. Avec une dizaine de couteaux en main, il peut en effet les projeter très rapidement sur sa cible, et cela avec une extrême précision. Un combo qui est plutôt plaisant, surtout quand il l'utilise avec la capacité de The World. Oh non, il a fait plein de trous dans mon bel uniforme. Et en parlant de The World, il est bien temps de parler de sa capacité. En effet, comme je l'ai dit au début, The World est capable d'arrêter le temps jusqu'à 5 secondes. Toutefois, après que Dio ait obtenu le sang de Joestar et de Joseph en particulier, il est capable de continuer à augmenter cette durée-là.
Pour ça, il faudrait que vous ayez quelque chose dans le ventre. Une capacité que l'on voit bien plus tôt par ailleurs. C'est le cas quand All Horse lui pointe son arme sur la tête. À ce moment-là, nous assistons à un Dio qui est juste en train de lire, calmement, comme à son habitude. Mais tout à coup, le livre se referme et Dio plonge derrière son ennemi. Il est derrière lui et il repart calmement, non sans mettre un coup de pression à All Horse, qui a très bien compris qu'il ne pouvait absolument pas désobéir à Dio. Et oui, à ce moment-là, il était déjà foutu. Il y a aussi ce moment qui est assez psychologique, et qui est aussi l'une des meilleures scènes. Je parle bien sûr du moment où Polnareff essaye de grimper les escaliers. Malgré ses tentatives, il se retrouve toujours au même niveau. En fait, il s'agit simplement de Dio qui ne cesse de le déplacer tout en bas des escaliers. C'est une façon, je trouve, plutôt habile de décontenancer son adversaire et de lui faire comprendre qu'il ne fera pas le poids. C'est aussi à ce moment qu'on voit qu'il reconnaît Polnareff comme un bon utilisateur de stand. C'est pourquoi il voudrait qu'il soit à son service, car ce serait dommage de le tuer. Dio n'est donc pas qu'un vulgaire méchant qui est prêt à battre n'importe qui, sous prétexte que c'est le grand bad guy de l'histoire. Non, il est plus mesuré que ça, et analyse très bien les personnages. Il jauge ainsi les capacités de ses ennemis avec une très grande finesse. Tu es très clairvoyant pour un jardinier. Il y a aussi un autre passage qui est parfaitement exécuté. C'est lorsque l'un de ses serviteurs s'apprête à ouvrir le cercueil. Au moment où il l'ouvre, le problème, c'est qu'il se trouve quelques instants plus tard à l'intérieur, et cela découpé en morceaux. Une nouvelle façon de décontenancer également la team de Jotaro, qui ne sait plus où donner de la tête à ce moment-là. Il faut avouer que la scène est juste incroyable, et qu'elle permet très justement d'apposer cette pointe de tension qui fait parfaitement le travail. Et comme les scènes mythiques sont légion dans ce passage et particulièrement vers la fin, il y a aussi ce moment où le sénateur tente à chaque fois de s'enfuir de la voiture, mais revient à chaque instant. On le voit en effet quitter la voiture dans la panique, tandis que Dio, lui, les bras croisés, reste impassible. Il attend patiemment, et le sénateur revient, en popant de nulle part comme n'importe quel PNJ de jeu vidéo. Comment ne pas aimer Dio dans cette scène ? Il est juste excellent. On peut également parler de ce passage où Kakyoin a savamment préparé son coup en préparant un piège à la hauteur de son ennemi. Ainsi, grâce à Emerald Splash, un seul mouvement pouvait s'avérer fatal pour Dio. Cela dit, grâce à l'arrêt du temps, il a réussi à le contourner plutôt facilement et le plan de Kakyoin s'est avéré inefficace, malheureusement pour lui. Mais on peut toutefois le féliciter car c'est grâce à lui que les autres découvrent la capacité de Dio. Donc il faut quand même le féliciter pour ça. D'ailleurs, ce n'est pas forcément évident, mais on peut en effet constater que The World lui donne aussi la capacité de voler, en tout cas de l'éviter. On pourrait également mentionner cet autre stand qu'il possède et qui est très similaire à Hermit Purple. Bien sûr, il s'agirait donc du stand de Jonathan qu'il a hérité grâce à son corps. Cependant, en tout cas dans la série animée et dans le manga, il n'est jamais vraiment nommé. Dio possède également la capacité d'engendrer des bourgeons de chair à partir de ses cellules. Cela pour les implanter dans le corps de ses victimes et les contrôler à sa guise. Le fait qu'il soit connecté au cerveau rend le retrait très délicat et très difficile, car si c'est mal exécuté, le bourgeon de chair se déchaînera et cherchera à tuer son hôte. C'est pourquoi sans un stand comme Star Platinum, il est juste impossible d'y remédier. Mais je crois que son plus grand pouvoir, c'est le charisme. Cette qualité indispensable à tous les leaders que Joseph image ici en parlant d'un tristement célèbre dictateur. Personne ne peut se détourner de ses ordres. Personne. Enfin, attention pour ceux qui ne sont pas à jour, mais dans la partie 6, il semblerait que Dio ait aussi gagné une capacité de guérir les autres. On le voit en effet pratiquer cette technique lorsqu'il touche le pied de Pucci et qu'il parvient donc à le soigner. Toutefois, on ne sait pas grand chose de plus sur ce pouvoir, ni son origine exacte. Mais en tout cas, elle existe. Pour conclure, il est évident que Dio Brando a marqué les esprits. Ses actions, son comportement, ses poses devenues célèbres, son seiyuu qui lui rend honneur dans la version animée, tout chez cet homme transpire la badasserie. S'il a finalement perdu son combat contre Jotaro, il n'en reste pas moins vrai qu'il a laissé une marque dans la culture pop et aussi dans son manga. Et en parlant de ce combat, il est sans conteste l'un des plus épiques, tout shonen confondu. Dio est littéralement à l'image d'une religion. Il traverse tous les âges. Et c'est pour ça qu'on l'aime tant. Inutile de vous demander d'aller lire JoJo's Bizarre Adventure, puisque je suis sûr que c'est déjà fait. En tout cas, vive Dio Brando, vive Zawarudo, et surtout, vive Danny. On pense toujours à toi mon frère.